Turner démissionne. Jean Chrétien est comme le sprinter fébrile sur la ligne de départ. Cette fois, la règle de l'alternance le favorise. Ce sera au tour d'un francophone d'être chef. Ses partisans disent qu'il faudrait qu'il se fasse frapper par un autobus pour manquer son coup. This leadership campaign marks the beginning of the end for the Mulroney government. Et Jean Chrétien se présente maintenant comme un homme mûr, affranchi de l'ancien régime Trudeau. À l'heure où tout le pays débat de l'accord de Meach proposé par Mulroney, Jean Chrétien a des réserves face à cette entente. Ses adversaires ont beau lui reprocher d'être trop âgé, d'être l'homme du passé, d'être un handicap au Québec, de ne pas avoir de nouvelles idées, c'est haut la main qu'il remporte la victoire. Il est élu au premier tour avec 57% des voix. Dans les heures qui suivent, Jean Chrétien donne l'accolade à Clyde Wells, perçu comme le tombeur des accords du lac Meach. Jean Chrétien soutient toujours qu'il remerciait Clyde Wells de l'avoir appuyé, mais l'image ne fera rien pour rehausser sa popularité au Québec. Il se fait élire lors d'une élection complémentaire au Nouveau-Brunswick, lui qui avait reproché à Brian Mulroney de se réfugier en Nouvelle-Écosse. Le but est de nous assurer qu'il y a suffisamment de richesses nationales. Il en profitera pour revigorer le programme libéral. Un grand colloque de 3 jours permet d'écrire ce qui deviendra le fameux livre rouge. Et quand nous reviendrons dans 5 ans avec mes députés, qu'on sera ici aux Trois-Rivières, ou au Cas-de-la-Madeleine, à Shawinigan, à Berthier ou ailleurs, dans le coin, vous pourrez nous demander clairement vos promesses, M. Chrétien, et vous, Mme Bélanger, et les autres candidats, ils sont ici, là, à la page 111. Les avez-vous remplis? On les aura remplis. Parce que nous, on n'est pas des conservateurs. Le 24 février 1993, Brian Mulroney démissionne. Jean Chrétien n'a pas trop de mal à affronter une Kim Campbell peu expérimentée. Moi, j'ai jamais dit à mes professeurs que je deviendrais premier ministre du Canada. J'ai pas d'engagement et de destin. Puis je pense pas de devenir premier ministre. Je n'ai pas cette ambition-là. Et ce livre-là, il va nous suivre partout. En campagne électorale, les promesses du Livre rouge sont un succès. Jean Chrétien s'engage à revoir quelques-unes des décisions les plus impopulaires des conservateurs. L'aéroport Pearson, les contrats d'hélicoptères et surtout la TPS. J'ai décidé, moi, de remplacer la TPS par une taxe qui sera plus efficace. La TPS, c'est la taxe la plus inefficace qui soit. On va avoir les dossiers. Et la Constitution, impossible de l'éviter. Une victoire facile pour les libéraux en 93, mais aussi le terme du long parcours d'un homme ambitieux qui arrive enfin là où il le voulait. Jamais, depuis les Leslie Pearson, un premier ministre n'a accédé au poste avec un tel bagage d'expérience. Ses premiers mots de premier ministre du Canada, c'est aux Québécois qu'il les adresse. Le temps est venu de travailler ensemble pour remettre le pays sur la bonne voie. Mais au Québec, Jacques Parizeau annonce un autre référendum. Jean Chrétien donne l'impression de ne pas s'inquiéter, ce qui rassure le Canada anglais. Aux communes, il s'amuse à croiser le fer avec Lucien Bouchard, chef du Bloc québécois. Soyez donc honnêtes. Dites donc aux Québécois, comme vous avez dit aux Américains, nous sommes des séparatistes, et vous allez en manger une belle. Sur le terrain, ces interventions sont peu nombreuses et prévisibles. Mais quand Lucien Bouchard prend la relève de Jacques Parizeau pour donner un nouveau souffle à la campagne du oui, Jean Chrétien réalise que le tapis lui glisse sous les pieds. À Verdun, en fin de campagne, il tente de sauver l'essentiel. Un nom ne signifie qu'une chose, le rejet du projet séparatiste de démanteler le Canada. Un geste aux conséquences incalculables. Les dernières heures de la campagne sont angoissantes. Le rassemblement de Montréal témoigne de l'inquiétude des fédéralistes. Merci, citoyens du Canada, qui avez voyagé pour venir donner la main aux Québécois aujourd'hui. Les lendemains sont douloureux.
Ils sont nombreux à reprocher au premier ministre d'être passé à un cheveu de perdre le Canada. Les critiques se multiplient. La magie abandonne Jean Chrétien. Son univers doré bascule. Une nuit, un intrus, armé d'un couteau, entre au 24 Sussex, se moquant des policiers de la GRC. Il se rend jusqu'à la porte de la chambre à coucher. La rapidité d'esprit d'Aline Chrétien fait la différence. Puis, le jour de la fête du drapeau, il se retrouve au centre de manifestants opposés au changement à l'assurance-emploi. Jean Chrétien empoigne violemment l'un d'eux, Bill Clennett, et le projette au sol. Tellement, j'ai vu quelqu'un qui était sur moi et qui criait, et je l'ai tassé. Les résultats du référendum continuent de le hanter. Une motion sera déposée à la Chambre des communes reconnaissant que le Québec constitue, au sein du Canada, une société distincte. Il fait adopter aux communes une résolution sur la société distincte et le veto, mais surtout, il recrute un jeune universitaire, Stéphane Dion, qui deviendra l'architecte de la ligne dure à l'endroit des indépendantistes. On dirait que Jean Chrétien ne veut plus jamais revivre un autre référendum. Scène internationale, Jean Chrétien fait ses premiers pas au sommet du G7 à Halifax. C'est là qu'il commence à se lier d'amitié avec le président Bill Clinton des États-Unis. Lui qui avait reproché à Brian Mulroney sa trop grande familiarité avec les Reagan et les Bush, le voilà partenaire de golf du président. En avril 1997, Jean Chrétien sollicite un deuxième mandat. Les autres partis ne semblent pas faire le poids. Le Parti libéral apparaît comme le seul parti véritablement national. Les quelques gaffes de Jean Chrétien restent sans conséquence. Pourquoi acheter des carabines à répétition, des armements nucléaires pour s'amuser? C'est dangereux. Et quand c'est dans la maison, ben, il peut y avoir un enfant qui se sert de ça. Mais dans son comté, toutefois, la lutte est autrement plus âpre. Son vieil ennemi, Yves Duhem, est revenu l'affronter sous la bannière du Bloc québécois. C'est une bataille de tous les instants. Les journaux annoncent même la défaite de Jean Chrétien. De généreuses subventions sont versées à des entreprises de sa circonscription, ce qui sera rudement questionné quand sera mis à jour, 2 ans plus tard, le scandale des subventions accordées par le ministère des Ressources humaines. Pour Jean Chrétien, qui avait fait de l'intégrité de son gouvernement une marque de commerce, le coup sera rude, très rude. Pendant des mois, le scandale fera la manchette. Madame Stewart, est-ce qu'elle a encore votre confiance? Oui, elle a ma confiance. Jean Chrétien et Madame Chrétien. Jean Chrétien est réélu avec une majorité réduite. Il entame donc son deuxième mandat, et si les politiques libérales ne semblent pas susciter trop de mécontentement, c'est Jean Chrétien qui déçoit. Sa bonne étoile pâlit. Les déclarations maladroites, les manifestations d'autorité, d'insensibilité se succèdent et sa popularité s'en ressent. Le sommet de la PEC, tenu en novembre 1997 à Vancouver, le hantera pendant quelques années. Il est soupçonné d'avoir ordonné aux policiers de mater les manifestants opposés à la venue de dictateurs ou de chefs d'État peu respectueux des droits de la personne. Au lieu de prendre un bat de baseball ou d'autres choses, maintenant, ils essaient d'avoir des méthodes plus civilisées. Jean Chrétien traite l'affaire avec ironie. For me, Pepper, I put it on my plate. Pourtant, en août 2001, les conclusions d'une enquête blâment sévèrement le comportement violent de la GRC et dénoncent une implication inconvenante du gouvernement fédéral. Êtes-vous tanné d'entendre parler de constitution et de référendum et de séparation? Mais comme un chat qui retombe sur ses pattes, Jean Chrétien décide d'un renvoi à la Cour suprême sur la légalité d'une déclaration unilatérale de souveraineté du Québec. La Cour suprême rend, en l'espèce, un jugement nuancé. Canada is my business, sir. And it's the future of Canada. Jean Chrétien s'autorisera du jugement pour déposer sa loi sur la clarté référendaire, comme pour chasser le spectre de la tenue de tout autre référendum. Il est où, Antoine? J'avais une faim de loup, j'ai dit de venir me rejoindre ici après le gym pour manger un bol de Un soupe. système de poulet dans un bol en pain. OK, ça peut donner du courage, hein? Toujours aussi savoureux que nourrissant. Le combo suprême de poulet dans un bol en pain de Tim Hortons pour 5,69 $.
Ça, c'est intime comme je l'aime. Tu connais Antoine, c'est vraiment pas le genre à rester sur son appétit. Oui, mais là, il est en retard. Ouais. Oh, Annie! Appelle-le au gym, OK? Je suis pas le temps de finir, moi, je suis prêt de... Chicken. Tout petit blind date. Chicken. Raymond était un enfant pensif. Mais il n'avait pas les mêmes préoccupations que les enfants de son âge. Raymond, voyez-vous, a attendu toute sa vie pour goûter à la crème glacée. Quand il était jeune, Raymond s'était promis de goûter à la crème glacée dès qu'il aurait 30 ans. Résolution qu'il n'a fait que reporter, faisant d'abord passer son mariage, puis sa grosse promotion. Alors, il s'est habitué à se dire « Ouah, peut-être l'année prochaine ». Pour bien des gens, cette décision semble absurde. De toute évidence, il aimerait bien manger de la crème glacée. Il sait qu'il a les moyens d'en acheter et qu'elle pourrait enrichir sa vie. Et pourtant, il résiste. Et certaines nuits, il n'arrive pas à dormir car il se demande quel goût a la crème glacée. Vous me demandez ça, puis je suis certaine que j'en oublie des très importants. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, à la retraite? Est-ce que c'est une retraite d'abord pour vous? Bien, on n'arrêtera jamais parce que nous, si le bon Dieu nous donne la santé, là, on va continuer comme on est là parce que moi, je me lève de bonne heure le matin, je marche 4000 par jour, je fais de la musique, je fais mes langues, je fais mes charités, je fais toutes sortes de choses, puis j'aime aller visiter. Là, la famille nous visitait parce qu'on ne pouvait pas aller chez un puis chez l'autre, il y a trop de monde. Mais là, maintenant, on va aller les voir. Le lac des Piles, bien, on va passer beaucoup de temps là. Puis vous jouez du piano? Oui. Beaucoup. Est-ce qu'on va avoir la chance de vous entendre en concert? Bien là, j'ai joué il n'y a pas tellement longtemps devant 1200 personnes pour les aînés, mais je pense que je ferai plus ça parce que ça m'a trop... mon Dieu, j'ai dit à Jean, j'ai pas assez de stress, moi, dans la vie, là, il faut que je m'en donne. J'étais contente après, mais ça demande beaucoup, vous savez, pratiquer tout ça. Mais je vais jouer pour mes amis, puis chez nous, pour faire chanter les gens, tout ça. Mais je pense pas que je fasse une carrière. Est-ce que cette vie-là, la vie politique, va vous manquer? Ce qui va me manquer, c'est le personnel du bureau, le personnel à la résidence, les gardes du corps, parce qu'on est comme une famille. Puis je suis toujours entourée. Autant j'ai trouvé ça difficile quand j'ai commencé, parce que moi, que tout le monde soit là quand je me lève le matin, toujours être avec quelqu'un. Comme là, pour venir vous rencontrer, il a fallu que j'attende 15 minutes, parce que j'avais oublié de dire au garde du corps que je traversais la rue. C'est comme ça. Mais ça m'a bien dérangé au commencement, mais là, il va falloir que je me réhabitue d'être seule. Je suis sûre que je vais aimer beaucoup ça. Au début, ça va être un changement. Je vous remercie beaucoup, Mme Chrétien. Ça me fait plaisir. C'est tout pour nous. C'est Gilles Goujon qui sera avec vous demain. Ici, Céline Galipeau. Merci d'avoir été là. Bonsoir. Bonne semaine. Mais bien vite, les accusations refont surface. Jean Chrétien est forcé d'expliquer sa propre conduite dans l'affaire de l'auberge Grand-Mère. Le 1er novembre 1993, j'ai vendu mes parts. Il a téléphoné au président de la Banque fédérale de développement pour que celui-ci accorde un prêt de plus de 6 millions à l'auberge, alors qu'elle appartenait à un homme d'affaires qui lui devait de l'argent. Le député de Saint-Maurice, c'est le député de Saint-Maurice. Il doit faire son travail comme député de Saint-Maurice. L'affaire traîne en longueur. Les détracteurs ne lâchent pas. Jean Chrétien a beau plaider qu'il n'a fait que son travail, son discours populiste, ses vieilles méthodes, ne passent plus. Jean Chrétien est sur une mauvaise pente. On s'interroge désormais sur ses performances, ses capacités. A-t-il toujours le même flair politique? Est-il un homme fatigué, usé? Devrait-il démissionner? Personne ne fait mystère de qui pourrait lui succéder. Paul Martin, le ministre des Finances. Du reste, au sein même de son caucus, ceux qui rêvent de Paul Martin se font de moins en moins discrets. Alors que le gouvernement semble reprendre un rythme de croisière, l'année 2002 commence par un coup de tonnerre. Alfonso Galliano, bras droit et confident de Jean Chrétien, ministre des Travaux publics, est accusé de favoritisme et d'ingérence. Il n'a absolument rien à me reprocher, Monsieur le Président. Responsable du programme des commandites, il aurait accordé à Groupe Action 1,5 million de dollars pour la production de 3 rapports quasi identiques.
Alfonso Galliano est évincé du cabinet et nommé ambassadeur au Danemark. C'est très rare qu'on puisse envoyer un homme de qualité comme celui-là, ambassadeur à l'étranger. Mais c'est bientôt un torrent d'accusations qui s'abat sur les ministres. Une demi-douzaine sont impliqués et l'image de gestionnaire intègre qui lui était si chère vole en éclats. Non, j'ai tout dit ce que j'avais à dire. Au sein du cabinet, désormais, plus personne ne semble à l'abri. Le programme de commandite est un scandale qui semble en voie d'éclabousser tout le monde. Et bien que soit démontré favoritisme et surfacturation, Jean Chrétien n'en défend pas moins l'utilité du programme destiné à faire la promotion du Canada. And I will not apologize to anybody that I go there and defend my country. Mais ce n'est pas tout. À peine le dernier cabinet est-il formé que le ministre de la Justice, Martin Cauchon, et son prédécesseur, Alden Rock, doivent essayer d'expliquer l'incroyable incurie qui a fait en sorte que le programme de contrôle des armes à feu a en fait englouti plus d'1 milliard de dollars de fonds publics. Enfin, une autre tuile tombe sur la tête de Jean Chrétien, et dans un tout autre domaine. Depuis les attentats du 11 septembre, si les relations entre le Canada et les États-Unis sont officiellement aussi étroites que sereines, les irritants n'ont en fait pas manqué sur des questions comme la sécurité du territoire ou les politiques d'immigration. C'est dans ce contexte déjà tendu que Françoise Ducrot, directrice des communications de Jean Chrétien, qualifie le président Bush de moron dans le cadre d'une conversation privée avec un journaliste à l'occasion du sommet de l'OTAN à Prague. La déclaration est rendue publique, les médias canadiens comme américains s'emparent de la nouvelle. Jean Chrétien croit judicieux de s'expliquer. Mais le mal est fait et après l'avoir d'abord refusé, le premier ministre, compte tenu du tollé, est bien forcé d'accepter la démission de sa collaboratrice. Jean Chrétien ressemble maintenant à un vieux lion fatigué, critiqué par les siens, forcé de remanier son cabinet 4 fois, profondément irrité par les scandales, il perd souvent patience. De l'impatience, il passe aux menaces à l'endroit de ses députés. Il soupçonne que toutes ces révélations sur les conflits d'intérêts sont faites aux journalistes par des députés qui appuient Paul Martin et il demande tout simplement aux journalistes de lui désigner les coupables. Exacerbé, il s'accroche au pouvoir, lutte et tente de reprendre le contrôle de son parti. Je reste jusqu'à la fin de mon terme. Jean Chrétien, qui était un leader naturel, donne maintenant l'impression d'un homme qui ne s'impose plus que par opiniâtreté, avec le seul argument de l'autorité. Il ordonne au ministre de cesser toute course à sa succession et déclare même que ceux qui lui désobéiront seront chassés du cabinet. Paul Martin le défie. I'm obviously going to have to reflect on my options. Jean Chrétien n'a donc plus le choix. Il congédie son rival. Mais le départ de Paul Martin du cabinet déclenche une rébellion. Devant son caucus, il annonce qu'il prend sa retraite en février 2004 pour éviter le vote de confiance sur son leadership qu'il était destiné à perdre. Il sauve la face, mais c'est à peu près tout. Je ne me représenterai pas. Je remplirai mon mandat et me consacrerai entièrement à gouverner jusqu'en février 2004. All those in favor of the motion will please rise. Abcès crevé? Non. C'est même pire. La crise culmine et éclate au grand jour lors d'un vote aux communes sur le mode d'élection des présidents des comités de la Chambre. 56 des libéraux menés par Paul Martin décident de voter avec les partis d'opposition. La gifle est retentissante. Et pour Jean Chrétien, c'est sans doute la pire des humiliations. Dans les mois suivants, la tension baisse un peu, mais la relation entre les deux hommes ne s'améliore pas. La confusion règne. C'est tout à fait naturel que les députés, les membres du caucus veulent se rencontrer pour discuter. Paul Martin se conduit comme un premier ministre. Il multiplie les activités. Jean Chrétien en est agacé. Le gouvernement est ici, hein? C'est moi qui prends une décision et un jour il y en aura un autre. C'est pas plus compliqué que ça. Puis, en mars 2003, nouveau pied de nez aux Américains. Jean Chrétien refuse d'engager le Canada dans la guerre en Irak. Dans la tradition des Pierre Trudeau et Lester B. Pearson, Jean Chrétien fait donc faux bond aux Américains et aux Britanniques
soutenant que la résolution des Nations unies ne justifie pas une intervention contre le régime de Saddam Hussein. Ce n'est pas justifié. Si ça avait été justifié et supporté par une résolution du Conseil de sécurité, nous aurions dit oui. La décision lui permettra d'atteindre des sommets de popularité inégalés au Québec, où même ses vieux ennemis, comme Pierre Bourgault, le félicitent d'avoir agi ainsi. Après 3 mandats, le bilan législatif de Jean Chrétien est mince. Avant de partir, il soumettra un projet de loi visant à assainir le financement des partis politiques. Il ouvrira la porte à la décriminalisation de la marijuana et dans un geste courageux pour un homme de sa génération, il proposera de légaliser les mariages entre conjoints du même sexe. Fin de parcours donc pour le petit gars de Shawinigan qui n'a jamais renié ses origines. Moi, quand on m'appelle le petit gars de la baie Shawinigan, ça me gêne pas du tout. Je suis très fier de ça, parce que c'est un petit gars qui vient de la Mauricie et qui reste fier de ses origines. Et qui, tout au long de sa carrière tumultueuse, est resté fidèle à ses principes, à son style. Il n'a jamais été un intellectuel et n'avait pas beaucoup de temps pour les grandes discussions. Sa vision reposait essentiellement sur les valeurs comme l'égalité et le patriotisme. Mais avant tout, un sens inné de la politique aura permis à Jean Chrétien de survivre pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'il prend le petit homme après le travail? Qu'est-ce qu'il prend? Il va prendre un petit verre de lait. Oui, comme ça. Et puis on le suit. C'est cette édition, voici Linda. Bonjour Linda. Bonjour. D'abord, bravo pour ça. C'est le fun de revoir ces beaux moments-là. Ah oui. Ouais. Toujours émouvant. Oui, toujours aussi émouvant. C'est vrai qu'on dit souvent qu'un trophée, ça ne fait pas une différence dans une carrière qui est déjà bien amorcée, puis quand on sait où est-ce qu'on s'en va, puis qu'on a le talent qui nous mène. Mais c'est une belle récompense. Mais qui les vote, ces victoires-là? C'est reconnu aussi. Et il y a un respect mais auprès du public, là-bas. votre succès à 2 millions de copies d'exemplaires vendus, le public aussi vous a accepté, je pense. C'est la plus belle récompense. Ouais. Ça restera toujours la plus belle récompense, parce que quand je vais là-bas, les salles sont pleines, les gens sont là, ils connaissent mes chansons, peut-être monsieur. Pour Oui, j'en ai juste avant parler à mon mari à midi. Qu'on ne manquera pas M. Chrétien ce soir. Pourquoi? Parce qu'on l'aime beaucoup. Est-ce que ça vous fait un pincement au cœur de savoir que bientôt ce règne-là achève? Pour le comté, puis la province de Québec, oui. Peut-être pour le Canada aussi. Ça vous fait quelque chose de perdre votre premier ministre? Oui, ça va faire quelque chose. À la dernière élection, je vais voter pour lui. Au bureau de comté du premier ministre, mis à part une seule réceptionniste, toute l'équipe est à Toronto. De Shawinigan, le cœur et les pensées de Claire Gendron seront tout de même pour son chef. Je vais écouter la télévision ce soir, c'est certain. Je vais sûrement enregistrer aussi l'émission. Vous ne voulez pas manquer ça, c'est important? Absolument, c'est important. C'est historique et puis c'est un couronnement, puis c'est un hommage à une longue carrière. Si ceux et celles qui ont porté au pouvoir Jean Chrétien au cours des 40 dernières années seront rivés devant leur petit écran, chez les plus jeunes, ce n'est pas aussi unanime. Est-ce que vous allez suivre ça un petit peu? Ce soir, il y a un spécial à la télévision. Peut-être, là, d'habitude, la politique, pas trop forte là-dessus, mais peut-être. Si ça la donne, je regarde ça. Je suis pas une personne qui aime beaucoup la politique en général. Sûrement qu'il ne va pas disparaître tout à coup de la carte politique à Ottawa. J'imagine qu'il va toujours avoir son mot, qu'il va toujours aider le comté de Shawinigan s'il peut. On va voir ce qui va se passer. Moi, je vais suivre ça à la TV, puis on va voir. Là. Alors, ce soir, au lieu de regarder Love Story, tu vas regarder peut-être Monsieur Chrétien. Je suis pas fanatique de Love Story. Moi, j'aime pas vraiment ça. Je suis la politique un peu, puis j'essaie de voir où est-ce que s'en va notre pays puis notre province. Comme quoi, Jean Chrétien aura aussi réussi dans sa carrière à supplanter la télé-réalité. Caroline Brochu, Radio-Canada, Shawinigan.
Alors, nous sommes en mesure de vous présenter le reportage de Marc Godbout, qui est au Congrès du Parti libéral du Canada à Toronto, où on se prépare pour la soirée Jean Chrétien. On regarde ça. C'est la dernière journée d'un long au revoir, la journée de Jean Chrétien. À son arrivée au Centre des Congrès de Toronto, quelques militants, mais pas une grande foule. D'abord, 2 discours, un devant les jeunes libéraux, l'autre devant la commission féminine du parti. Et là, on sent qu'une partie du message s'adresse à Paul Martin. C'est ça qu'est d'être un libéral. C'est d'être responsable fiscalement, mais ensuite, c'est de garder sa conscience sociale très vivante. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question d'égalité, d'opportunité pour tout le monde. C'est bien le premier ministre et chef de parti qui parle, mais des chaises et des tables sont vides. L'atmosphère tranche avec celle de l'après-midi. Un Paul Martin décontracté se présente, mais contrairement aux apparences, il n'est pas entièrement satisfait. En fait, il aurait souhaité que Jean Chrétien le consulte avant de proroger le Parlement jusqu'à la mi-janvier. J'aurais voulu que la session continue comme tel que prévu, puis qu'on suit vraiment l'ordre du jour établi depuis très longtemps. Mais comme ce n'est plus le cas, ça pourrait compliquer les choses pour Paul Martin, qui veut tenir des élections avec de nouveaux comtés prévus à la carte électorale modifiée. L'inconnu, vraiment, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je vais devenir premier ministre. I wish him good luck and I want the party to be united. Mais Jean Chrétien dit qu'il fera connaître la date de son départ mardi, quand il discutera de la passation des pouvoirs avec son successeur. Will we know on Tuesday? Probably. When you be gone? Yeah. Plus de 24 heures après le début du Congrès, l'autre candidate à la succession de Jean Chrétien arrive. Sheila Copps a passé les dernières heures à Montego Bay, en Jamaïque, pour mousser la candidature d'Hamilton pour l'obtention des Jeux du Commonwealth. Le résultat est déjà acquis d'avance. Il ne faut pas se prétendre que je vais sursauter à la victoire cette fin de semaine. Même si les pressions au sein du Parti libéral ont toujours été fortes pour qu'elle abandonne, Sheila Copps dit qu'elle va se rallier au nouveau chef. Oui, absolument. Je suis toujours une personne fidèle. C'est pas la première fois qu'on a changé de chef. Vous avez des informations importantes à nous transmettre? Vous voulez nous rejoindre? Composez le 377-1441, poste 284, ou écrivez-nous par courrier. Et puis maintenant, bien, Jean va encore faire des choses pour les autres. Il va encore travailler fort, et moi aussi, mais ce ne sera jamais en grande vitesse comme c'est là. Alors, on a hâte. Donc, Noël, ça pourrait être un bon moment? Moi, je ne vais pas dévoiler des choses ici aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire le premier jour de la retraite de votre mari? Qu'est-ce que vous allez faire la première journée, vous pensez? Rien de spécial. On va être chez nous, puis on va dire, est-ce que ça se peut qu'on ait vécu tout ça? Puis là aujourd'hui, on recommence une nouvelle vie, au fond. On aura peut-être un peu de famille avec nous aussi. Est-ce qu'on peut penser que ça va être votre vie à vous qui va commencer, si on peut dire ça? Bien, si j'avais pas voulu, là, ça n'aurait pas été... on peut pas dire que c'était pas ma vie à moi, parce que Jean, il sait que j'ai été heureuse dans ça. Alors, c'est toujours notre vie, parce que moi, je l'ai rencontré à 16 ans. C'est un peu comme si on avait été élevés ensemble. 16 ans, c'est pas vieux. On a tout fait ça ensemble. On en parle tout le temps, puis c'est toujours d'un commun accord qu'on fait ce qu'on fait. Jean, il dit, on va jouer au golf ensemble, on va faire ci, on va faire ça. Puis moi, je dis, bien, je vais aller avec toi à tel endroit, puis on va recevoir nos amis, nos parents, puis on va se dévouer encore un peu pour les autres. C'est toujours nous. Vous, là, si vous pensez à l'élément ou le meilleur souvenir que vous avez en politique, par exemple, dans votre vie avec Jean Chrétien, dans votre vie publique, quel a été, si vous aviez un seul souvenir, un beau souvenir à vous rappeler, ce serait quoi? Bien, en politique, là, c'est la première élection dans Saint-Maurice. Les gens nous ont fait confiance. C'était extraordinaire de voir la famille et tout ça. Ça, c'est des souvenirs politiques. Quand je suis allée rencontrer M. Mandela, par exemple. C'est votre plus belle rencontre? Oh, ça, c'était ma plus belle rencontre. Et que lui a dit, Aline, assis-toi avec nous autres. Moi, je pensais que c'était juste Jean Pully. Puis je les voyais, ces deux hommes-là, parler des problèmes, de grands problèmes. Je me disais, je me pinçais un petit peu pour me demander si vraiment ça arrivait. Puis aussi, quand j'ai rencontré le pape à plusieurs
plusieurs occasions. C'est extraordinaire. Et puis, les funérailles de Mère Teresa. Et puis, tous les gens qu'on rencontre dans notre comté, les gens sont contents. Puis qui a voté pour nous autres tant de fois. C'est un bon réconfort, ça. Et le pire souvenir? Oui, il y en a eu beaucoup. Vous savez, quand, je sais pas, moi, il y a eu les gens avaient des grosses décisions à prendre sur la guerre de l'Irak. Ça, c'était, il était décidé, mais tu sais, les gens qui appellent, puis essaient de nous faire changer d'idée. Et puis, ben, dans le temps le 11 septembre aussi, j'étais un peu inquiète pour Jean. Il y a eu toutes sortes de choses. Quand l'homme est venu chez nous à 3 heures de la nuit pour assassiner mon mari, bien, ça donne un petit choc, là. Vous étiez là? J'étais là, pour sûr. Heureusement. Alors, il y en a eu tellement, là, vous me demandez ça, puis je suis certaine que j'en oublie des très importants. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, à la retraite? Est-ce que c'est une retraite d'abord pour vous? Bien, on n'arrêtera jamais parce que nous, si le bon Dieu nous donne la santé, là, on va continuer comme on est là parce que moi, je me lève de bonne heure le matin, je marche 4000 par jour, je fais de la musique, je fais mes langues, je fais mes charités, je fais toutes sortes de choses, puis j'aime aller visiter. Là, la famille nous visitait parce qu'on ne pouvait pas aller chez un puis chez l'autre, il y a trop de monde. Mais là, maintenant, on va aller les voir. Le lac des Piles, bien, on va passer beaucoup de temps là. Puis vous jouez du piano? Oui. Beaucoup. Est-ce qu'on va avoir la chance de vous entendre en concert? Bien là, j'ai joué il n'y a pas tellement longtemps devant 1200 personnes pour les aînés, mais je pense que je ne ferai plus ça parce que ça m'a trop... mon Dieu, j'ai dit à Jean, j'ai pas assez de stress, moi, dans la vie, là, il faut que je m'en donne. J'étais contente après, mais ça demande beaucoup, vous savez, pratiquer tout ça. Mais je vais jouer pour mes amis, puis chez nous, pour faire chanter les gens, tout ça. Mais je pense pas que je fasse une carrière. Est-ce que cette vie-là, la vie politique, va vous manquer? Ce qui va me manquer, c'est le personnel du bureau, le personnel à la résidence, les gardes du corps, parce qu'on est comme une famille. Puis je suis toujours entourée. Les Canadiens, de façon générale, avaient vécu toutes sortes de débats publics qui les avaient opposés les uns les autres. Et l'opinion canadienne, de manière, je dirais, à travers tout le pays, voulait faire une certaine pause. Et M. Chrétien avait une approche de gestion du quotidien qui n'avait pas pour l'heure de braquer les individus. Et ça, je pense que c'est un élément important de son succès comme premier ministre. Il ne faut quand même pas oublier, c'est beau le repos puis la transition, mais qu'il y a eu un référendum là-dedans qui a secoué le Canada de façon assez particulière. Alors, de 93 jusqu'à 97, c'est quand même un gros morceau de mandat. Le Canada a été secoué. C'était pas un débat constitutionnel, mais c'était quand même nettement plus complexe. Alors, ça n'a pas été si de tout repos que ça. Et s'il n'a pas braqué les Canadiens en équilibrant le budget, probablement, on n'en parle jamais ici, que c'est parce que d'autres avant lui, qui étaient conservateurs, avaient un peu pavé le chemin sur la nécessité de le faire. Parce que ça a été quand même une époque où on a fait des coupures qui n'auraient pas été acceptables 10 ans auparavant. Mais si on veut parler d'apaisement quelque part, quelque chose qui m'a frappé, c'est dans le dernier sondage qui a été mené par le Centre d'unité canadienne. Là. La première fois, c'est l'opinion publique qui parle et qui veut, au fond, une des priorités, c'est la paix entre les provinces et le fédéral. Non, mais ça devient là, une priorité en voulant dire, on en a eu assez, puis on peut changer de ton. D'ailleurs, en Ontario, au Québec, pour nommer 2 endroits, on a élu des premiers ministres qui étaient de la même couleur que le gouvernement fédéral, ce qui ne s'était pas vu au Québec depuis 1973, ce qui ne s'était pas vu en Ontario depuis mémoire d'après-guerre. Les jeux dans le même panier. Et qu'on tire sur ces partis-là en disant ils vont pas tenir tête à Ottawa. Ça n'a pas marché. Les électeurs, au contraire, ont dit mais on veut pas un gouvernement qui tient tête à Ottawa. On a vu Bernard Landry dire je suis capable de m'entendre avec Jean Chrétien sur la santé, je m'entends avec lui sur l'Irak. On a vu Ernie Eves qui a commencé par se braquer sur l'Irak puis qui a fini son débat des chefs en disant moi et Paul Martin, on comprend l'économie. Ça veut dire là, que les électeurs, dans l'ancien temps, on pouvait toujours faire des campagnes en Ontario puis au Québec sur le dos d'Ottawa, puis c'était de bonne guerre. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché cette année. Là, on veut essayer autre chose. Ce n'est plus dans l'air du temps. Et les gens veulent avoir une nouvelle façon
d'aborder les responsabilités qui sont partagées entre les deux niveaux de gouvernement. Et je ne pense pas que sur la question de la santé, dont M. Martin veut en faire une priorité au niveau des listes d'attente, il l'a répété à plusieurs reprises, que les cartes sont données pour un affrontement entre les deux niveaux de gouvernement. Au contraire, et je pense que le succès de M. Martin va être largement mesuré à sa capacité de maintenir cet état de coopération et de dialogue constant avec les provinces. On va aborder la question, à mon avis, d'une façon différente pour éviter de braquer la population. Mais les pressions sont très fortes sur M. Martin parce que ce que les provinces veulent, c'est pas des grands principes, sociétés distinctes, etc. C'est de l'argent, tout simplement. C'est ce que j'allais dire. Et si M. Martin n'a pas d'argent, si l'économie, il y a une certaine reprise, les derniers chiffres aux États-Unis sont très encourageants, mais s'il n'y a pas une forte reprise, si M. Martin n'a pas d'argent à leur donner, ça risque de tourner au vinaigre assez rapidement parce que M. McGuinty a des problèmes d'argent. M. Charest dirait sûrement pas non à des montants plus élevés pour la santé, pour l'éducation, pour les infrastructures, etc. Ce sont les trois grandes priorités de Paul Martin. Comme par hasard, ces trois grandes priorités, c'est trois champs de juridiction provinciale. Alors, est-ce qu'il ne risque pas, en bout de ligne, d'y avoir des affrontements? Si les gros sous sont là, oui. Si les gros sous ne sont pas là, il va y avoir des lendemains. Je pense qu'on va en avoir une certaine idée dimanche lorsque M. Martin rencontrera le premier ministre. On verra au moins le point de départ. Je pense qu'on va donner la chance aux coureurs. Les premiers ministres voudront voir de quelle manière M. Martin veut aborder les discussions fédérales provinciales sur des questions comme celle-là ou sur les questions urbaines, qui, à mon avis, risquent aussi d'être des éléments extrêmement importants de la dynamique politique au cours des prochains mois. Mais c'est un irritant, ça, auprès des provinces. Je veux dire, c'est un nouveau joueur, ça. C'est un irritant, puis ça ne l'est pas. Encore une fois, c'est une question d'argent. Oui, c'est ça. Si Ottawa a de l'argent à mettre sur la table, mettons que les provinces sont toujours moins irritées quand il y a des dollars, mais il faut pas oublier... à qui elles veulent aussi, et comment elles le veulent. Mais il ne faut pas oublier que dimanche, tout au moins, ça pourrait changer, mais même M. McGuinty, qu'on vient de voir ici, premier ministre de l'Ontario, qui est en principe en pleine lune de miel, M. Charest qui vient de sortir de la sienne, l'un et l'autre, et ça c'est rare, sont moins populaires dans leur propre province que M. Martin aujourd'hui. Oui. Alors ça change la dynamique. Là. On n'est pas intéressé tellement de la part des électeurs qui trouvent encore M. Martin tout nouveau, tout beau, à voir les premiers ministres provinciaux arriver et taper à coups de poing. Et d'ailleurs, il n'y en a pas vraiment qui ont un intérêt à le faire. Même Ralph Klein a décidé de mettre, de faire, c'est le beau risque, hein, de M. Klein, Paul Martin, et c'est dans cet esprit-là qu'il se prépare à la prochaine campagne électorale fédérale. Alors, moi, je pense que pour dimanche, ça va être une belle photo de famille, puis les gants vont tomber en janvier quand le budget fédéral va s'en venir. Oui, je pense que le gouvernement va... M. Martin, la capacité de parler aux Canadiens va être un atout important dont les premiers ministres vont devoir tenir compte. M. Martin a la capacité d'expliquer les chiffres et d'expliquer l'économie d'une manière convaincante. Et ça fait partie de son succès, ça veut dire. C'est un peu comme ça qu'il a vendu ses budgets. Là. Absolument. Et je pense qu'il va pouvoir expliquer quelles sont les disponibilités et comment on répartit ou on tranche le gâteau. Et à ce niveau-là, je pense qu'il a un avantage au départ qui est nouveau, c'est qu'il n'est pas associé à d'anciennes querelles avec les provinces. Il n'a pas été au centre, au cours des 10 dernières années, de braquage entre les provinces et le gouvernement canadien. Alors, il a nettoyé son déficit de son côté, puis ça a même été contagieux d'une certaine manière. Bien, de toute façon, les provinces qui ont encore des déficits sont obligées de les régler. Je pense qu'on est tous d'accord sur cette question. Il faut dire qu'il a peut-être contribué lui-même au déficit des provinces aussi. Mettons que ça a été contagieux, mais il y en a pelleté beaucoup dans la cour. Et celles-ci, en retour, ont pelleté dans les municipalités. Alors là, tout le monde va devoir payer pour ces heures de gloire. Et ce qui revient beaucoup dans le discours de Paul Martin aussi, je me souviens d'un reportage qu'on a fait au Point, c'est de dire, bon, ça va être beaucoup plus facile maintenant parce que c'est Jean Charest qui est là à Québec. On n'a plus le gouvernement du Parti québécois dans les jambes. Il tient un peu beaucoup Jean Charest et le Québec pour acquis. Et ça pourrait lui jouer des tours aussi parce que, bon, Jean Charest a une carte qui n'est pas facile à jouer à ce niveau-là. Il ne peut pas dire oui à Ottawa tout le temps. Il ne peut pas se plier à tous les dictats d'Ottawa. Donc, va devoir tenir tête. Il a déjà commencé à le faire dans certains dossiers. Et c'est peut-être là où M. Martin tient pour acquis un peu trop rapidement que Jean Charest et lui, ce sera main dans la main tout le temps. Il pourrait y avoir des surprises aussi de ce côté-là, même si la relation entre les deux hommes est très, très bonne. Mais ça pourrait arriver autant en Ontario qu'en Colombie-Britannique, parce qu'il y a aussi dans ces provinces, il y a des questions sur lesquelles les provinces ont des positions qui sont provinciales, qui défendent les intérêts du gouvernement vis-à-vis leurs propres citoyens. Alors, il est certain qu'on ne peut pas penser qu'à partir de lundi, c'est devenu le paradis terrestre. On sait très bien que deux niveaux de gouvernement, c'est deux niveaux d'intérêt et la capacité de M. Martin sera évaluée sur sa façon
de pouvoir aborder, de maintenir le dialogue constant. Ça, je veux bien, mais en même temps, cet homme qui est en campagne depuis des années, là, ça, fait que, ça a commencé bien avant la rupture un peu plus complète avec M. Chrétien en 2000, là, au mois de juin, le 2 juin, mais quand il a été chassé, en fait, du cabinet, qu'il n'en faisait plus partie. Ou qu'il s'est chassé lui-même, je ne sais pas. Mais... Nous, à Ottawa, on dit qu'il a quitté le cabinet. Ah, il a quitté le cabinet. Autrement, il y a toujours quelqu'un qui est fâché quand on utilise un mot ou l'autre. Ou il a été quitté du cabinet. Ou il ne fait plus partie du cabinet. Oui, alors, on a trouvé toutes sortes de formules pudiques. Mais cet homme, quand même, qui a pris... on le voit, là, tiens, M. Martin, qui est arrivé... auprès de des partisans. C'est la salle complète. Ça. Ah, c'est la salle complète. Sauf le parterre immédiat. Ah. Oui, il faut dire que le parterre immédiat, ce sont les invités qui ne sont pas délégués, mais invités de M. Chrétien, enfin, du gouvernement, pour assister à cet hommage à M. Chrétien. Et la vingtaine de ministres qui ne seront plus dans le cabinet. Les ministres qui célèbrent la mort de leur vie de ministre ce soir. Là, soyons pas trop méchants pour l'instant. Je crois que c'est la réalité, mais il reste une autre réalité, c'est que M. Martin a fait campagne donc depuis très longtemps. On l'a rarement vu dire non à qui que ce soit. Les attentes sont extrêmement élevées. Mais il n'a jamais rien promis non plus. C'est la force de Paul Martin d'écouter tous les gens. On parlait des ministres, par exemple. M. Martin a l'appui maintenant unanime du caucus libéral sur Mme Copps, mettons. Oui. Mais il y a 100 députés qui sont allés se promener en disant qu'ils sont des partisans de Paul Martin. Et il n'aura pas dit à personne qui ne serait pas ministre. Mais il a la chance d'arriver et de devoir rien à personne, même à ce niveau-là, parce qu'il a gagné finalement de façon tellement éclatante qu'il n'a pas accumulé autant de dettes qu'il aurait dû s'il avait fait une campagne serrée. Alors donc, il n'a rien promis à personne. Il n'a pas dit à Jean Charest, je vais arranger ton déséquilibre fiscal, et à Dalton McGuinty, je vais tout faire. Là où il a fait des promesses plus précises, c'est aux maires des grandes villes et sur la santé. La santé, depuis l'exposé Madeleine. Ouais. Exactement. Sur les questions reliées, comme on le mentionnait tantôt, sur les listes d'attente, il n'y a aucun doute. On va voir comment aussi sa capacité de négocier va lui permettre d'assurer ses objectifs. On sait très bien, quand nous tous, que lorsque les provinces se présentent à la table de négociation, ils veulent le chèque, point. Oui. Comment M. Martin va être en mesure de pouvoir obtenir en retour des engagements pour que ces fonds-là servent pour les fins pour lesquelles elles sont destinées. Et c'est là où est la difficulté, à mon avis, du premier ministre d'assumer ses objectifs politiques, tout en transférant les fonds, mais pas de façon irresponsable, de manière à assumer les objectifs. Un autre Mulroney, un autre négociateur à la Mulroney ou quoi? Je ne pense pas. Ce talent-là ou... Je ne sais pas les mêmes personnalités. On ne peut pas, je pense, assumer... M. Mulroney avec une personnalité qui est efficace au niveau des contacts, au niveau de la manière de présenter les questions, etc. C'est un homme qui a une grande chaleur humaine. M. Martin, lorsqu'il aborde les questions, les aborde plutôt sous l'angle de la réflexion. C'est un homme qui est plus rationnel. Et on le voit, et il projette l'image d'un homme d'affaires. Et lorsqu'on dit que c'est un homme d'affaires, on pense toujours à quelqu'un qui est moins émotif. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas d'émotion, mais il n'aborde pas les questions de la même manière que M. Mulroney dans la négociation. La gaieté, homme d'affaires, tout à l'heure. Absolument. Absolument. Et sa culture, d'ailleurs, comme on disait tantôt au sujet de M. Turner, sa culture est celle, il a été fait dans le milieu des affaires. C'est un homme qui vient à la politique maintenant depuis 1984, mais c'est quand même un homme qui aborde les questions sous l'angle rationnel. On le voit encore. M. McGuinty, oui, c'est la vedette en titre à Toronto, évidemment. Mais c'est fou le changement, même ne serait-ce qu'à Toronto, le nouveau maire qui a été élu, là, qui était là depuis peu. Qui n'était pas très libéral en passant. Plutôt de gauche, identifié à la famille néo-démocrate, même s'il y a eu l'aide de certains des faiseurs d'images de Jean Chrétien, Peter Donolo, qui était dans son bureau pendant les premières années, Patrick Gossage, qui était avec Pierre Trudeau. Tous ces les gens-là conseillers de presse, ont tous organisé la campagne. Il y a eu des conservateurs qui sont... Mais ça a été assez... C'est une arc-en-ciel. Mais il y avait quand même beaucoup d'oranges néo-démocrates là-dedans. Des conditions gagnantes arc-en-ciel maintenant. Mais là où M. Martin ressemble à M. Mulroney, c'est dans sa capacité de penser que s'il s'assoit à une table de négociation, de discussion assez longtemps, il va finir par arriver quelque chose. Et tous ses conseillers vont vous le dire. Quand il parle de relations collégiales, ça veut dire des réunions qui durent 14, 15 et 19 heures. Alors, ceux qui se sont habitués à ce que le cabinet s'en aille à midi, au 24 Sussex, dans le cas du premier ministre, vont être obligés de se rhabiller, de se réhabituer à l'époque Mulroney où on passait des heures et des heures à attendre qu'il se passe je ne sais pas quoi. Mais vraiment homme de consultation, alors qui à l'écoute beaucoup et de consultation. Tous ceux qui l'ont fréquenté le disent, il veut des discussions, il aime ça quand ça dure longtemps et ça ne le dérange pas. Puis il veut un débat. Il veut un débat. Il ne pousse pas les gens.
je le connais depuis un certain nombre d'années, je l'ai vu agir. Comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne pousse pas les gens. C'est-à-dire qu'il essaie d'écouter la position que vous exprimez, il a la sienne, et il essaie d'amener les gens progressivement à un consensus. Un consensus. Mais ce n'est pas, à ce moment-ci, du moins comme je l'ai vu agir, c'est pas une personne qui arrive avec des positions prédéterminées et qui essaie de vendre ce qu'il a sur son papier, les 4 points qu'il a sur son papier. Ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Et il aime la contradiction. Contrairement à M. Chrétien. M. Chrétien, c'est une autre approche complètement. M. Chrétien, pour moi, un des épithètes qui le décrit le mieux, c'est un homme opiniâtre. C'est un homme qui se fait un raisonnement, comme le dit tantôt d'ailleurs M. Cochon, c'est un homme qui se fait un raisonnement, qui arrive à une conclusion et il, comme on dit en anglais, c'est celle-là et il pousse celle-là. Je ne sais pas si c'est dans Iron Man ou je ne sais pas quoi, on disait qu'à la première réunion de cabinet en 93, quand il a décidé la question des hélicoptères, il est arrivé au Conseil des ministres, premier Conseil des ministres, et il a dit, les hélicoptères, on oublie ça. Question suivante. Oui. Je veux dire, même pas tour de table. Et c'est pas la seule fois où il a fait ça. C'est pas la seule fois, non. Et d'ailleurs, le consensus du cabinet, il n'en était pas très captif. On a vu là, sur le projet de loi sur la clarté que M. Goldenberg, qui a écrit tout ça samedi, a dit son entourage presque au complet. Mitchell Sharp m'a déjà dit j'étais le seul conseiller qui était d'accord dans le bureau de Jean Chrétien. Et le Conseil des ministres était contre. Et Jean Chrétien est sorti, puis il a fait le projet de loi quand même. Du Canada, the Right Honorable Jean Chrétien, Prime Minister of Canada. Regardez les anciens, M. McKicken derrière lui. Alan McKicken, qui est sénateur à la retraite, je pense, maintenant. Oui, oui. Et Mme Fairburn. On a vu... Madame le sénateur Fairburn, à droite. À la gauche, Eddie Goldenberg, ça c'est aussi proche que John Rick, vous avez vu tout à l'heure. Le frère de M. Chrétien à droite. En bas à droite, il y a une tête de Chrétien, il n'y a pas d'erreur. Tout à fait. Avec sa nouvelle épouse, d'ailleurs. Ah oui? Il s'est remarié à 80 ans, il y a 2 semaines. Il a l'air jeune, d'ailleurs. La fille de M. Chrétien. Avec les petits-enfants qui sont là. Voilà. Jacqueline Ariane, qui est la petite fille de M. Chrétien. Oui. Donc la fille Benjamin de France, Roméo Leblanc, l'ancien gouverneur général, qui est derrière. Absolument. M. David Smith, en arrière de M. Leblanc. Et à droite, c'était Mme Fowler, l'épouse du l'ancien gouverneur général. Oui. D'ailleurs, pour l'anecdote, M. Derome, M. Ray est le parrain de Jacqueline Ariane, la petite fille de M. Chrétien. Oui. Et une sœur de M. Chrétien en face, en bas à droite. Oui. La dame qui applaudit, c'est la sœur de M. Chrétien, Mme Suzor. C'est un homme qui ne montre pas ses émotions, mais je pense depuis quelque temps... c'est plus fort que lui et c'en est un moment à coup sûr. Le monsieur dont on voit le profil à gauche, c'est un autre frère de M. Chrétien. À son dernier caucus la semaine dernière, c'est peut-être le Jean Chrétien le plus émotif qu'on a vu quand on lui a remis son siège au Parlement, qu'on a fait son éloge. Il a retenu des larmes, on sentait qu'il était très ému. Alors, ce qu'on va vous montrer à partir de maintenant, c'est un hommage qui a été organisé par le Parti libéral du Canada. On s'est fait un concours même là-dessus, d'ailleurs. Paul Anka qui chante ce soir, mais Bono qui parle pour Paul Martin demain, la différence de génération. Ils se sont regardés leur liste. Même là-dessus, il y a eu une compétition. Alors, je pense qu'on se prépare à entonner l'hymne national. Il y a même quelque chose, hein, cet homme qui a été 10 ans premier ministre, qui a connu 12 chefs de partis d'opposition commune, qui a connu 3 premiers ministres souverainistes au Québec. Un homme qui... John Reeve parlait tantôt de courage. C'est vrai que c'est un homme extrêmement courageux.
quand on regarde, je veux dire, ne serait-ce sur le plan académique, je ne suis pas un gars qui a eu des scores absolument remarquables. Non, en fait, il avait été, comme vous savez, remercié du séminaire de Joliette à l'époque. Mesdames et messieurs, Il avait malgré tout persévéré en droit. Il a même fait une crise d'appendicite à un moment donné pour quitter le collège à Trois-Rivières, puis il était bon pour un an. At age 13, this young Vancouver violinist is already a 3-time National Grand Prize winner of the Canadian Music Competition. Veuillez vous joindre à moi pour accueillir Jonathan Chan.
It is an honor to be here tonight. Mesdames et messieurs, c'était un vrai honneur pour moi. Je suis très, très fier d'être ici. Monsieur Chrétien, Madame Chrétien, if I'm coming out of retirement, it's for you. Thank you. Thank you for all the wonderful years. It's been a pleasure to have known you, to have the opportunity to play for you. And now, ladies and gentlemen, while we're making a switch of groups right now, I'd like to tell you that my two musicians are Mr. Dave Young, wonderful bassist from Toronto. He's slowly making his way on. And our wonderful drummer, Et un batteur de Montréal, M. Marshall. Et nous allons avoir l'honneur de jouer pour vous. Ça faisait 20 ans que François Doyon répétait à sa femme qu'il rêvait de jouer de la guitare. Mais sa femme Brigitte attendait le bon moment. Et le jour de son 40e anniversaire, François eut la surprise de sa vie en voyant Maintenant, souhaitons la bienvenue à nos deux maîtres de cérémonie. 5
5-time Olympian, an Olympic silver medalist in track, and a member of the International Olympic Committee. Et un monsieur qui est apparu pour la première fois sur la scène d'une convention du Parti libéral du Canada à l'âge de 12 ans. Ladies and gentlemen, please welcome Charmaine Crooks and Justin Trudeau. How about another round of applause for Oliver Jones? Applaudissons encore une fois Oliver Jones, le sensationnel Oliver Jones. Wow, that was magnificent, Justin. C'était magnifique, extraordinaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Tonight, we celebrate Ce soir, nous célébrons la carrière politique de quelqu'un qui a changé la face du pays et qui nous a amené à un niveau de prospérité que nous n'avions jamais connu. En tant que député, une décennie comme premier ministre et 3 gouvernements successifs majoritaires, il est temps que l'on souligne votre formidable carrière par une fête à votre mesure. Et pendant ces 4 décennies, comme député, comme élu, vous avez toujours tenu le cap et vous avez montré que vous avez toutes les qualités profondes du Canada. Pour quiconque vous connaît, il est tout à fait normal que votre autobiographie s'intitule en anglais « Straight from the Heart », du fond du cœur. Et c'est de là que viennent nos sentiments ce soir, du fond du cœur. C'est un hommage envers un leader qui a, entre autres, ramené la confiance des Canadiens en eux-mêmes et qui a également rétabli nos valeurs à l'échelle internationale. Tous les Canadiens savent que vous êtes passionnés pour ce pays. Nous vous avons vu voyager dans tout le pays et partager la diversité culturelle de chaque communauté. C'est un bal à Summerside ou une partie de baseball à Burnaby. Vous étiez là pour apprécier la musique et partager les célébrations. Et donc ce soir, nous participons à un événement national avec des artistes de tout le pays qui feront partie de cette soirée historique. Premier ministre, on vous offre une célébration avec vos amis réunis à Toronto, de même qu'avec tous ceux et celles qui se joignent à nous d'un océan à l'autre. Monsieur le Premier ministre, Madame Chrétien et Canadiens et Canadiennes, nous vous invitons à partager cette soirée de gratitude et de remerciements. C'était il y a à peu près 20 ans, j'étais à côté de mon père et j'ai partagé la célébration de sa sortie de la vie politique. Et j'espère que ce soir, nous allons créer des souvenirs que vous chérirez autant que je chéris les miens et que ce sera une soirée remarquable. Charmaine, savez-vous que mon père et le Premier ministre partagent le même premier prénom? C'est quoi, Jean ou Pierre? Non, non, pas du tout. C'est tous les deux des Joe. Joseph, Jacques, Jean Chrétien, et Joseph, Philippe, Pierre, Yves, Elliott, Trudeau. Très intéressant. Actually, it's not that big. Oui, mais en fait, c'est pas très étonnant. Parce qu'à cette époque-là, au Québec, c'était pratiquement la règle. Tout le monde se faisait baptiser Joseph. Et on avait ça dans ses prénoms. Mais, vous savez, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le seul premier ministre qu'on a eu, qu'on a appelé un Joe, c'était pas un Joe, c'était Charles Joseph Clark. Bon, assez de jeux de mots ou de prénoms. Nous avons une grande soirée et donc nous allons continuer avec notre artiste suivant et qui a un emploi de jour assez étonnant pour un artiste, il est sénateur. J'ai le plaisir de vous présenter l'artiste et le sénateur Jean Lapointe qui vous présente une chanson de Ray Charles et Willie Nelson, Seven Spanish Angels. Merci beaucoup. For this special occasion, I will be accompanied by a good friend of mine. Je serai accompagné d'un excellent ami, le greffier du Sénat, l'honorable Bill Rumpke, le whip, et il jouera le rôle de Ray Charles. And then, l'honorable Pierre Trinquette deviendra pour la circonstance
the 8 of the Spanish Angels. And of course, I'll be Willie Nelson. Et bien sûr, je serai Willie Nelson. I know Madame Chrétien loves music. Je sais que Madame Chrétien adore la musique. Et j'ai eu le privilège d'aller chez elle il y a quelques années pour jouer au golf avec Monsieur Chrétien. En fait, c'est un sacré golfeur et il a beaucoup d'énergie et je suis sûr qu'il va la garder pendant très longtemps, cette énergie. À vous deux et à vous tous, nos amis, voici Seven Spanish Angels. He looked down into her brown eyes. He said, say a prayer for me. She threw her arms around him, said, God will keep us free. They could hear the riders coming. He said, this is my last fight. If they take me back to Texas, they won't take me back alive. Oh, yeah, Tree says no. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped, smoke cleared, there was thunder from the throne. 7 Spanish angels took another angel home. She reached down, picked the gun out, that lay smoking in his hand. She said, Father, please forgive me. I can't make it without my man. Then she knew the gun was empty. Then she knew she could not win. Her final prayer was answered when the rifles fired again. There were 7 Spanish angels at the altar of the sun. They were praying for the lovers in the valley of the gun. When the battle stopped, smoke cleared, there was thunder from the throne. 7 Spanish angels took another angel home. 7 Spanish angels took another Ceux qui pensent que les sénateurs dorment, des fois on chante, on se réveille entre nous. Par le truchement de la télévision. Récemment, j'ai écouté les discours de M. Stephen Harper et de Peter MacKay lors de l'investiture des chefs de leurs partis respectifs. On television, I listened to the speech of Mr. J'ai écouté les Stephen discours Harper and de Peter M. MacKay Harper et Peter MacKay lorsqu'ils étaient investis chefs de leurs partis respectifs. Et maintenant, je voudrais donner mon interprétation de ce que j'ai compris
de cet événement. J'aimerais vous interpréter ce que j'ai retenu de plus important de leur discours. Des comptes bâtards. Vous avez aimé ça? You like that? One more time. Des conservatifs. Mesdames et messieurs, c'était les sénateurs chantants. Vous savez, l'an prochain, ils vont s'inscrire pour Canadian Idol. Monsieur le Premier ministre, ce soir, nous célébrons pas seulement vos succès, mais aussi vos valeurs. Et en fait, l'une des marques de votre grandeur, c'est que ces valeurs sont tellement étroitement reliées à vos succès. Et considérant votre amour de la nature, ce n'est pas une coïncidence que le nombre de parcs nationaux a plus que doublé depuis votre arrivée à Ottawa il y a 40 ans. Et votre amour profond pour ces pays vous amena toujours à défendre avec grande passion ces valeurs, autant contre les forces de division interne que contre les pressions internationales. Merci. Dans les conférences de chefs d'État, vous avez toujours dit le fond de votre pensée, puis vous êtes passé à l'action. En 1979, vous avez dit que la qualité la plus importante dans la vie publique, c'est l'intégrité. Et votre intégrité a été essentielle au succès de votre parti, de vos députés et contre vos adversaires. From coast to coast. D'une côte à l'autre, les Canadiens l'ont démontré par leur admiration et leur respect. Ce soir, de nombreux artistes sont venus ici pour montrer justement leur appui. Nous avons entendu tout à l'heure un jeune violoniste de l'Ouest. Maintenant, nous avons un groupe musical de la côte Est. Ils vont partager avec nous ce soir les sons de la côte Est qu'on a entendus dans tout le pays et dans le monde entier. The Barra McNeils.
Thank you so much. It's an honor to be here this evening. D'être ici ce soir. And, Mr. Prime Minister, Monsieur le Premier ministre, la chanson suivante, je vous encourage à l'apprendre durant votre retraite. Ça s'intitule « Me réveillez pas trop tôt ». From rising so early at the dawn. But the fact of the matter, tomorrow is a Saturday, I'll be running on. Sad the lad, he can't rest contented, he has it all but must have more. He fills himself with pills to retire with $1 million, but falls asleep at 64. Don't call me early in the morning, call me what you want to, but leave me alone. Don't call me early in the morning, leave me till the cows are coming home. Allez mieux. Il me reste du temps? Non, malheureusement, on n'a plus de temps. Oui, Normand, oui, il me reste du temps. Oui, il reste du temps. Un tout nouvel article de la collection Maïs Sunday. Il s'agit de poitrine de poulet Maïs Sunday. Regardez-moi cette belle poitrine-là. Ça vient dans plusieurs formats. Il y a les petites, les moyennes et les grosses poitrines. Bref, il y en a pour tous les goûts. Et je peux vous dire que c'est de la poitrine tout à fait naturelle, avec aucun élément artificiel, et c'est de la qualité. Bye bye, mes petits Sunday. Merci beaucoup, Maïs Sunday. Ce genre de célébration, enfin je le sais, ça va toucher beaucoup de gens, beaucoup de jeunes qui vont voir exactement ce qui a été accompli par ce grand homme. Et c'est une soirée absolument merveilleuse et je suis vraiment touché, très touché d'être ici pour partager cela avec vous. Et c'est un honneur d'être ici aussi. Bien, on a tellement de bons souvenirs. Moi, personnellement, par exemple, j'ai co-présidé certains dîners avec le sénateur Fitzpatrick en Colombie-Britannique et j'ai toujours été touché par votre sens de l'humour. Et je suppose que vous avez beaucoup d'histoires là-dessus aussi. Oui, bien sûr. Mais enfin, disons que je l'ai raconté une autre fois. Je pense qu'on s'est déjà assez embarrassé ce soir. Alors, puisqu'on parle de l'avenir, il y a eu beaucoup de spéculations sur la prochaine carrière du Premier ministre. Oui, vous savez, en fait, on a beaucoup spéculé là-dessus. Et nous savons que c'est un golfeur passionné et qu'il joue du trombone. Mais je pense pouvoir dire qu'il ne sera pas invité sur le circuit de la PGA. Par contre, si vous maîtrisez le trombone, vous aurez peut-être la chance d'être invité à faire une tournée avec une légende du jazz. Mr. Oscar Peterson. We're going to try that. Well, Mr. Peterson, he's just getting ready right Monsieur now. Peterson se prépare. Has always been a great thing Et for the la Prime musique Minister. a toujours été un thème important pour le Premier ministre. Vous l'avez déjà entendu jouer le trombone? Oui, effectivement.
Bon, c'est pas un instrument facile à jouer ou à maîtriser. Bon, enfin, disons que je suis généreux, écoutez. Et ça exige beaucoup de talent. Et le piano? Madame est une excellente pianiste, comme beaucoup d'entre nous le savons. Et le chant aussi a toujours été une partie importante. Et il y a tellement de diversité culturelle dans ce pays, tant de talents aujourd'hui. Et l'une des raisons pour lesquelles notre culture est si forte, justement, c'est aussi grâce à l'intérêt du Premier ministre envers la culture. Oui, tout à fait. Tant de Canadiens sont connus dans le monde entier maintenant. Et dans les coulisses, là, pendant que vous essayez de danser pendant les Barra McNeils, oui, je vous ai vu essayer, Moi, écoutez, je suis né pour danser, alors je peux rien y faire. Ben, plus tard, on aura d'excellents artistes encore. On a Paul Anka, un grand Canadien. Et il y a aussi des jeunes, un jeune garçon de Vancouver. On a vu le violoniste, M. Chan, qui a participé aussi, qui a obtenu des bourses et qui montre que justement, on a beaucoup de succès au Canada dans les arts. Et le Premier ministre a été un élément, un facteur important pour cela depuis sa présence à Ottawa. Bien, je pense que nous sommes prêts. Mesdames et messieurs, Monsieur Oscar Peterson. Qui aurait mis sa confiance plus dans les 3 jeunes filles qui l'avaient sauvé. Par contre, j'ai trouvé qu'il avait l'air sincère. Vraiment, là, à son départ, là, lorsqu'il lui a parlé, j'ai pas senti que c'était faux. Avez-vous pleuré à un moment donné? Oh non, jamais. Moi, je parle pas. Oh non. Oh non, jamais. Elle a embrassé Eric à New Orleans. Avez-vous vu ça? Ils se sont embrassés. Bad show! Wouhou! Vous voulez savoir qu'est-ce que je pense? Oui. J'avais tourné la tête. Mais la vérité, c'est que c'est vrai. Le moment, Micheline, que vous avez le moins aimé d'Occupation Double? Voyage à New York de Marielle. Il a tellement essayé de leur faire changer leur vote. C'est ça qui est le jeu, mais moi, j'ai pas confiance en ce que ce soit une amoureuse. C'est pas vrai. Et vous, Guido, dans toutes les émissions, est-ce qu'il y a un moment que vous avez moins aimé voir à la télévision? Non, il n'y a pas, parce que j'ai tout bien aimé. J'ai un secret. Le fameux soir des massages. Ma fille, la plus vieille, elle les a emmenés magasiner mon beau-frère qui vient d'Italie avec une mentalité particulière comme lui. Puis là, j'ai dit, allez-y, on va enregistrer. Puis oh, pause. Il n'a pas vu le massage. Ah, voyons! Mais oui. Mais non, tu l'as pas vu. Tu l'apprends, là. Il ne sait pas. Je vais vous le conter, moi, Guido, ce qui est arrivé. La fille qui donnait le meilleur massage à Eric gagnait un prix à la fin, et c'est Livia qui a gagné le prix parce qu'elle a utilisé du sirop d'érable dans son massage, et ça, Eric a adoré ça. Un prix de combien de millions? Bonsoir, ici Éric Salvaille. Bienvenue à Occupation Double. Je suis présentement au domaine Point Zéro sur le lac, à Blainville. Plus qu'une semaine avant la grande finale. La semaine prochaine, Éric formera un couple avec celle qui aura conquis son cœur. Mais tout d'abord, ce soir, Éric devra éliminer une fille. Un choix difficile entre Marielle... J'ai vraiment ce qu'il y a de mieux pour lui. Je vais être content pour lui s'il trouve quelqu'un d'autre mieux que moi. Mais c'est ça que ça en prend un petit quelque chose. Là. Isabelle... J'ai aucun contrôle sur ce qui va arriver.
Fait que je peux pas m'empêcher de dormir ou paniquer ou penser à ça tout le temps. Paniquer puis me morfondre, ça me servira à rien. Ou Natacha. Je pense que ça, on peut pas faire confiance à personne. Mais je les adore toutes les deux, puis si c'est une des deux qui gagne, mais c'est tant mieux. Laquelle devra quitter le domaine? J'aimerais ça que l'atmosphère soit différente. Moi, Marielle, je suis triste ce soir parce qu'Olivia est partie. Honnêtement, j'étais presque plus nerveuse de rester que de partir à cause de ça. Si ça tant quelque chose avec Eric, tu vas t'attendre à rester. Tu le savais. Ce que je veux dire, c'est que je voudrais que ça soit cool. Là. Ça va l'être, mais fais-toi-en pas. Moi aussi, je veux que ça soit cool. Sinon, je vais m'en aller chez nous si je peux faire l'air bête pendant 2 semaines. Là. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, vous? Bienvenue. Que se passe-t-il? Si vous voulez bien me suivre. Bienvenue au Moulin Rouge. Au Moulin Rouge? C'est dans mes rats. Si tu veux t'installer ici, Eric. Alors, Eric, place au spectacle. Oh my God! Oh ben, tabarouette, qu'est-ce qui se passe? Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Tabarouette, les filles, je le vois. On the Moulin Rouge. Better get that dough, sister. Your lady mama. One more time, come on. Mr. Millionaire. C'est parce que l'alcool, moi, ça affecte tous mes sens. Mais je pense que l'alcool fait ça en général à tout le monde. Ça t'excite? Qu'est-ce que t'es-tu fâché? Ça m'avait pris son image. Je sais pas pourquoi. Marielle, t'as pas le droit de te changer. C'est quoi ça? Ça, c'est une lettre. Une lettre? C'est pour qui? C'est pour le voisin. C'est pour moi? T'es sûre, Marielle? Non. Oui. Oui, je sais, mais c'était vraiment longtemps. Tu veux enlever tes gants? Enlever tes plans, on va aller nous enlever en haut. Je vais mettre du glace. Tu viens ici avec moi? Non, j'attends avant de monter. Pourquoi? Parce que. Tu vas attendre? Ben non, j'attends qu'il redescende. Je vais remonter après.
Excusez-moi. Je suis désolée d'avoir dérangé. C'est correct quand t'as quelque chose en jour, hein? Faut vous gêner ici, il y a plein de choses qui se passent qui se passeraient pas dans la vraie vie. On n'est pas surpris de rien, là. Bon. Donc, Vous soyez de j'ai hâte de les enlever. J'ai hâte de les maquiller, j'ai hâte d'arracher une grosse banane. On mange-tu des crotons? De toute manière, t'as pas à t'expliquer, puis j'ai Ben pas à oui, j'ai m'expliquer. expliqué parce que tu pensais que je suis montée en haut pour t'espionner. Mais... Ce que tu fais ici, Eric, là, c'est libre à toi, là. C'est que je l'ai pas. Voyons donc. Puis si tu penses quelque chose, j'aimerais ça que tu me le dises, tu sais. Non, non, regarde, Je veux pas que tu je fasses pense un rien post-it contre que tu tout. penses Non, que non, c'est- Regarde, tu m'appartiens pas, t'es pas à moi, tu es libre de faire ce que tu veux, t'es un grand garçon. je sais pas si Marielle est honnête avec moi ou pas, là. Je me sens vraiment comme un idiot dans tout ça. Ce que je t'ai fait. Hey, elle me joue comme un violon, ce fait là, c'est fou. Bon, ouais. Ouais. Pourquoi je l'ai laissé faire? Elle va partir, mon gars. Oh! Go! Let's go! Et maman va capoter, va voir un soutien-gorge dans ce comptoir de la salle de bain en train d'embrasser un gars. Écarté, s'il vous plaît. Écarté? Ben oui. On peut pas embrasser avec les jambes. Ouais, vraiment. En porte jartelle. Ça se fait pas. Mes parents, mon père, moi j'avais vu un soutien-gorge de sa vie. Le Québec. Au complet. Ça se fait pas! Tu sais, je me trouve ridicule, là. Je me... Il y a ce gars-là, là, il est chanceux, là, mais il est chanceux. Tu sais, quand il nous dit que c'est un homme-objet, là, écoute, c'est un homme-objet. Moi, je pense plutôt qu'on est des femmes-objets, là. Je suis désolée, là. Ce que je fais avec ce gars-là, je m'excuse, là, mais je ne fais pas ça avec grand monde dans ma vie, là. À part mes chums bien sérieux, là. Ça allait, mais avec la fille de ton choix. Là, il faut que tu nous dises c'est qui. Je vais choisir Isabelle. On veut savoir si tu as du goût pour habiller une fille. Ladies and gentlemen, Oscar Peterson. The great Oscar Peterson.